Et en plus de tout ça, il a dû garder le secret pour lui. Elles existent vraiment, elles ont été créées. Et avec tout ça, ils ont réussi à organiser le planning de façon à faire en sorte que les films et les tournages gardent le bon rythme. Là, en 4 heures top chrono. Pas une minute de plus. Salutations à jeunesse, c'est Marco Polo, comment ça va? C'est le retour des 9 secrets et cette fois-ci on va pas parler d'un acteur ou d'un personnage en particulier, on va tout simplement parler de la saga dans sa globalité, voilà, des petits secrets de tournage quoi. D'ailleurs t'en connais déjà peut-être certains et c'est pas impossible hein, mais tu vas sûrement et très probablement en apprendre de nouveaux. Et il y en a certains qui s'en foutent en vrai, voilà. D'ailleurs si tu kiffes ce format des 9 secrets, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu, ça fait plaisir maintenant ou en cours de vidéo et puis à t'abonner évidemment. Bah écoute allez c'est parti, let's go! Alors pour ce premier secret, en fait, il faut déjà que ça reste entre nous, hein, il faut pas que ça sorte de YouTube. Alors déjà, il faut savoir que quand il a été décidé que la saga Harry Potter allait être adaptée au cinéma, il y avait que les premiers romans qui étaient sortis. Donc personne connaissait la suite de l'histoire. Et après le tournage du deuxième film, Alan Rickman, qui joue Severus Rogue, commençait un petit peu à en avoir marre de jouer ce même rôle à chaque fois. Il avait l'impression d'avoir un petit peu fait le tour du personnage. Du coup, il commençait à penser à arrêter de tourner dans les films, quoi. Et pour l'en empêcher, J.K. Rowling lui a expliqué la suite de l'histoire, il était le seul à connaître la fin, et donc à connaître aussi le destin de son personnage. Et si elle l'a fait, c'est aussi parce que pour Severus Rogue, c'était hyper utile, parce que c'est un personnage pour lequel il y a un retournement en fin de saga. Après tout ce temps, à jamais. Et du coup, pour le jouer avec une vraie justesse et pour comprendre ce qu'il joue, l'acteur devait savoir. Donc il était dans la confidence, moi je trouve ça assez cool comme secret. C'était le seul des acteurs à connaître la suite. Et en plus de tout ça, il a dû garder le secret pour lui. Ça a pas dû être facile. Moi j'aurais pas pu tenir. Moi déjà quand je fais un cadeau à quelqu'un, j'ai envie de lui donner des indices, tu sais. Je fais partie de ces gens-là, ouais. Genre je veux teaser un peu, je veux, tu vois. Enfin c'est très dur pour moi de garder une surprise, voilà. Si les sorciers ils ont de la thune et qu'ils peuvent s'acheter tranquillement des choco-grenouilles, c'est grâce à la banque Gringotts. Et notamment aux gobelins qui la gèrent. Et les gobelins c'est des créatures, c'est pas des mannequins quoi, c'est pas des top modèles. Et je te rassure, hein, les acteurs qui ont joué les gobelins ils ont pas la même gueule, heureusement. En fait ils portent tout simplement des masques qui ont été créés, on va en parler juste là dans quelques secondes. Et en plus de ça, en plus du masque il y a du maquillage professionnel. Par exemple, juste comme ça je te glisse l'info, t'en fais ce que tu veux. Pour la scène dans Gringotts dans Harry Potter et les reliques de la mort partie 2, il a fallu 140 maquilleurs venus du monde entier. Tout ça pour transformer 60 acteurs en gobelins en 4 heures top chrono, pas une minute de plus. Et en plus de ça, les acteurs portaient des prothèses qui, une fois retirées, ne pouvaient plus être réutilisées. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, le travail qu'ils ont fait pour les gobelins, ils devaient le faire à chaque journée de tournage où il y avait des gobelins. Donc forcément, ils ont regroupé toutes les scènes où il y a des gobelins dans le moins de jours possible pour éviter d'avoir à refaire tout ce travail. Et si tu veux un petit chiffre, là comme ça en passant, la prothèse d'un gobelin, ça prenait 6 semaines à être créée. Genre t'imagines, la production, elle a besoin d'une prothèse en urgence. Gérard, j'ai besoin d'une prothèse là tout de suite en urgence, tu peux me la donner dans combien de temps? 6 semaines? Ah. Et une fois le moule prêt, il fallait encore compter une bonne semaine pour rajouter tous les poils et les cheveux qui sont posés manuellement. Tout ça pour des gobelins. Voilà, donc comme quoi, tu vois, parfois pour créer un univers vraiment complet, il faut passer un temps de ouf pour des choses qui sont quand même secondaires et qui ne sont pas des personnages principaux. On continue et direction le bureau de Dumbledore, un lieu clairement beaucoup trop stylé, hein, on aimerait tous bosser dans un bureau comme ça, mais ne nous emballons pas, nous c'est sur un petit bureau blanc de chez Ikea, voilà. Et donc autour de son bureau, il y a de grandes et belles bibliothèques avec de beaux livres anciens et tout, tu vois, on imagine vraiment que c'est le genre de livre qui vont faire de toi un grand sorcier, hein. Vraiment pas, hein. Tu veux la vérité, c'est des annuaires. Voilà, des annuaires téléphoniques. Autant te dire que s'il faut, dans le bureau de Dumbledore, il y avait le numéro de ta grand-mère. Voilà. Pour remplir ces bibliothèques, ils ont décidé d'utiliser donc ces fameux annuaires et ils les ont customisés, bien évidemment. Hein, t'as pas le page jaune en plein milieu, ce serait bien dégueulasse. Et pour ça, ils y ont mis du cuir tout autour, ils les ont vieillis, ils les ont travaillés manuellement, ils ont des équipes de ouf et ça donne un résultat qui est clairement beaucoup trop stylé. Mais maintenant qu'on sait qu'il y a potentiellement le numéro de la grand-mère, voilà, c'est un petit peu moins de charme, quoi. Tout petit peu. Pour ce nouveau secret, on va encore parler de la création d'un objet et on va se rendre une fois de plus dans un lieu que je trouve beaucoup trop stylé, c'est la boutique Ollivander. Et donc s'il y a des baguettes, il y en a un sacré paquet, il y a aussi des boîtes à baguettes. Tonnes de boîtes qu'on voit dans la boutique, elles existent vraiment, elles ont été créées manuellement, à la main. Eh ouais, manuellement à la main quoi, c'est pareil évident quoi. Avec les petits doigts quoi, finger in the nose. Et je sais qu'il y en a qui aiment bien les chiffres, voilà, donc les boîtes à baguettes, est-ce que tu sais combien il y en avait? Il y en avait quand même 17 000, hein, voilà. C'est quand même un tout petit peu énorme. Alerte araignée pour tous les arachnophobes, parce que je sais que j'ai déjà fait des vidéos dans lesquelles je
je parlais d'Aragog, et alors là je me suis fait défoncer dans les commentaires, donc on va essayer de pas répéter ça, voilà, donc je vous alerte, on va parler d'Aragog, d'araignées, donc passez au secret suivant si jamais vraiment vous avez la phobie des araignées, mais ça va pas être très effrayant, hein, entre nous. Donc on va parler de ce monstre tout droit inspiré des contes et légendes, et on peut se dire que pour les films, bah c'est finalement une création numérique, hein, et qu'ils ont fait tout ça avec les ordinateurs. Alors oui, mais pour ça il fallait quand même une base, un vrai monstre que eux allaient ensuite travailler à l'écran. Donc ils ont créé une araignée géante, elle est vraiment réaliste et vraiment flippante, et on peut d'ailleurs la voir au studio Harry Potter de Londres. Et ce qui est intéressant sur cette araignée géante, bah, c'est que tous les poils qu'on peut voir sur son corps, bah, ce sont des poils de yak, de sisal, c'est une fibre de plante qui sert pour les tapis et les chaises, et il y a aussi de la paille à balai. Mais on n'oublie pas qu'il y a quand même des poils de yak, hein, et je vais pas te mytho, je pense qu'Aragog a une belle haleine de yak. Voilà, c'est dit. On continue et on va parler de Rupert Grint. Alors Rupert Grint c'est un grand fan des romans Harry Potter, et donc quand il a participé au casting pour le premier film, il y a mis beaucoup de volonté, tu vois, il a tout donné le mec. Et pour essayer de marquer les casteurs, bah il a fait une vidéo, ses parents l'ont filmé pendant que lui il faisait un rap improvisé sur le personnage de Ron. Et voilà, ça a plu à Chris Columbus le réalisateur, mais aussi à la directrice de casting et à J.K. Rowling. Et pour info, apparemment la cassette de ce rap existerait toujours aujourd'hui, mais Rupert Grint a dit qu'elle ne serait jamais publiée. Moi je te l'aurais bien passé là, tu vois, mais voilà, donc je l'ai pas. Donc il suffit d'aller se plaindre auprès de Rupert Grint. Envoyez-lui un petit MP sur Insta, voilà, et au passage dites-lui qu'il s'abonne à ma chaîne, voilà, ça fait plaisir. En tout cas c'est bien dommage, hein, je l'aurais bien regardé ce petit rap. Quand on parle des films Harry Potter, des acteurs, des personnages, etc., on oublierait presque que les acteurs des personnages principaux, bah c'était des enfants, qu'ils étaient mineurs. Alors à la limite ça on s'en fout, mais il y a un petit détail, c'est que du coup bah ça jouait sur la façon de tourner. Parce que jusqu'à preuve du contraire, les enfants ça va quand même à l'école, et le tournage d'un film comme Harry Potter ça prend en général des mois, peut-être même des années. Donc en fait c'était un petit peu particulier d'organiser les tournages avec des acteurs enfants. Daniel Radcliffe, Emma Watson, Tom Felton, Rupert Grint, ils avaient à peu près 11 ans quand ils ont tourné le premier film, si je dis pas de bêtises. Et dans le monde du cinéma, les enfants et adolescents ils peuvent pas tourner autant que les adultes. Donc eux ils pouvaient tourner que 4h30 par jour. Et à côté de ça ils devaient aussi avoir des cours, donc 3 heures de cours par jour en plus de des tournages. Et en plus de tout ça, ils devaient avoir des pauses de 15 minutes, c'était très précis, de 15 minutes toutes les heures. Et du coup pour ces acteurs enfants ça aurait été impossible d'aller faire leurs 3 heures de cours chaque jour, de faire les allers-retours machin etc. Donc au final c'est l'école qui est venue à eux. Et en fait ils avaient cours directement dans les studios, ils ont aménagé une salle de classe. C'est quand même assez stylé, hein, pas ce mytho, voilà. Et avec tout ça ils ont réussi à organiser les plannings de façon à faire en sorte que les films et les tournages gardent le bon rythme. Le tout en respectant le droit, voilà, hein, c'est important, hein. Vous voulez pas des procès quoi. Maintenant on va parler des forces du mal et des mange-morts en particulier. Ils portent des masques assez stylés et quand même effrayants. Et pour que ces fameux masques soient réalistes, uniques et effrayants, les équipes de production ont dû les faire créer à partir des visages des acteurs. Chaque masque a été moulé sur le visage de l'acteur qui allait le porter. Alors on peut facilement se dire que ça n'a aucun sens. Alors pour comprendre, pour faire plaisir à l'inspecteur Marco et aussi pour pas que je le paie pour rien, écoute, on va lui confier l'enquête. Il faudrait d'ailleurs parler d'une potentielle prochaine augmentation salariale. En tout cas, je suis là pour résoudre cette enquête. Pourquoi les masques sont moulés sur les visages des acteurs? Eh bien pour plusieurs raisons. La première est tout simplement une raison de confort pour pas que le masque ne s'échappe du visage ou glisse, et la seconde est tout simplement pour rendre le masque encore plus personnalisé et humain de façon à ce qu'il représente l'acteur qui se cache derrière. Et voilà encore une enquête résolue par l'inspecteur Marco. Le tabac. Et des fois il est pas mauvais ce con, hein. Allez, on embarque dans le Magicobus pour ce nouveau secret. Bienvenue dans le Magicobus, transport d'urgence pour les sorcières et les sorciers en perdition. Ce bus géant qui comprend plusieurs étages a été construit à partir d'un châssis de bus rouge londonien, avec en bonus plusieurs étages. Et il était si haut qu'il a dû être transporté en 2 parties, parce que ça passait pas, dès qu'il y avait des contraintes de hauteur, par exemple dans les tunnels, etc., ça passait pas. Donc voilà, il fallait transporter en 2 parties. D'ailleurs, le Magicobus, donc un bus de 3 étages, devait donner l'impression de rouler à 160 km/h. Le tout dans les rues de Londres. Concrètement, c'était pas possible, et c'est pour ça que ces scènes, elles ont été tournées au ralenti. En fait, le bus, il roulait à 50, les voitures à côté à 12, et il y avait même des passants qui étaient tous des cascadeurs, des acteurs, qui en fait marchaient au ralenti. Ils étaient spécialement formés pour marcher au ralenti. Et le tout, ça faisait comme une scène qui se passait à vitesse réelle, mais à une vitesse beaucoup plus basse. Et après, ils ont rajouté des effets au montage, etc. Ils ont trafiqué tout ça, et ça donne les scènes qu'on connaît. Voilà, moi je trouve ça génial. J'espère que t'as kiffé cette vidéo, j'espère que t'as passé un bon moment. En tout cas, je te remercie de l'avoir regardé. C'était Marco Polo, et puis je te dis à très vite.